Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce premier de 2 séminaires Forge dans le cadre du cycle des séminaires Résiste Action Forge qui se déroule ce printemps au Centraire, en virtuel, encore une fois. Aujourd'hui, on a une belle programmation pour vous que je vais vous détailler dans quelques instants. Dans un premier temps, on aura une présentation des résultats du premier volet de notre projet Forge. Ensuite de ça, nous aurons un panel là, de personnes qui pourront réagir à ce qu'on aura apporté dans un premier temps, puis qui pourront apporter à partir de leurs propres expériences et regards. J'aimerais qu'on puisse se présenter, donc l'équipe Forge. J'inviterai Guillaume à se présenter. Oui, bonjour. Guillaume Moreau, je suis étudiant à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM et sur le projet Forge et le projet Résiste Action aussi, qui sont les deux projets du séminaire comme auxiliaire de recherche. Enchanté, je suis bien contente de vous voir ici présent. Merci Guillaume et Marianne qui va faire la présentation avec nous. Bonjour, je m'appelle Marianne Renaud-Robitaille, je suis étudiante à la maîtrise en études politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke et j'accompagne le projet Forge en tant que stagiaire. Avec nous aujourd'hui, il y a aussi Martine Châtelain qui est membre du comité de pilotage Forge. Oui, juste pour vous dire bonjour, ça va être parfait. Bonjour, je représente au secours au comité de pilotage du projet Forge depuis le début. Merci Martine d'être là, puis tu vas co-animer la rencontre de demain avec nous. De demain, oui. Et avec nous du comité de pilotage, aujourd'hui, il y a aussi Marie-Ève Marleau. Bon, ça me fait plaisir aussi d'être avec vous en ce moment. Je suis au Comité pour les droits humains en Amérique latine. Je représente cette organisation au comité Forge, au comité de pilotage là, depuis le début également. Merci. Et puis, de notre comité de pilotage, il y a aussi Maude Prudhomme. Enchantée, oui, à qui j'ai eu l'honneur de participer effectivement à ce projet-là, à la fois pour le Réseau québécois des groupes écologistes et un peu aussi pour le Front commun pour la transition énergétique qui a fini par se tricoter proche là, des projets de Forge et on s'en réjouit. Tout à fait. Merci Maude. Puis j'aurai l'occasion de te présenter davantage lors du panel, comme j'aurai l'occasion de présenter Lucie Sauvé. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici comme panéliste aujourd'hui et Carole Dupuis, que je présenterai aussi tout à l'heure. Alors, moi, je suis Laurence Brière, je suis professeure associée au Centraire à l'UQAM et j'ai coordonné ce projet de recherche-action. Puis Isabelle Orellana est aussi avec nous aujourd'hui. Je viens d'avoir arrivé, Isabelle, qui a été co-chercheur aussi au sein du projet, directrice du Centraire. Alors, voilà. Puis, on a l'habitude de commencer nos rencontres avec une reconnaissance territoriale. Alors, j'inviterai Marianne à le faire. Merci. Avant de commencer, nous aimerions prendre un moment pour prendre conscience et reconnaître que les terres sur lesquelles on mène nos activités font partie des territoires traditionnels des nations Kanien'kehá:ka, Anishinaabe, Atikamekw, Innu, Mi'kmaq, Wendat, Abénaquis, Wolastoqiyik, Iyu, Naskapi et des Inuits. Nous aimerions rappeler que l'énergie qu'on utilise aujourd'hui dans le cadre du webinaire, qui est fournie grâce à des barrages hydroélectriques, ça nous fournit une énergie qu'on dit propre, mais c'est situé sur des territoires où les peuples autochtones subissent des impacts bien concrets sur leur mode de vie. Donc, dans ce contexte, nous vous encourageons on encourage tout le monde qui est là aujourd'hui à en apprendre davantage sur l'histoire de ces territoires et à soutenir la résistance autochtone sur l'ensemble du territoire. Merci, Marianne. Donc, je vous partage mon écran pour la suite de l'événement. Alors, voici la programmation de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, on fera une première présentation d'une partie des résultats de notre enquête diagnostique, donc premier volet de notre projet Forge. Et ensuite, suite à cette présentation-là, on aura une quinzaine de minutes pour échanger avec vous de l'audience. On vous inviterait à garder vos questions pour ce moment-là.
Lorsque vous serez prêt à nous poser des questions, on vous invitera à lever la main par le biais de l'onglet « Réaction ». Donc, allez chercher la main de ce côté-là. Si jamais vous ne la trouvez pas, bien, vous nous ferez un petit signe de la main. Puis, on pourra activer votre micro. Donc, pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a eu des petits incidents dans les premiers séminaires, on bloque d'entrée de jeu les micros, puis on vous donne une autorisation à l'utiliser au fur et à mesure que vous demandez un droit de parole. Donc, même chose pour le clavardage. En fait, pour le moment, c'est seulement les animateurs, co-animateurs qui peuvent l'utiliser. Alors, on va vous inviter à prendre la parole de vive voix. Donc, voilà pour les aspects techniques. Et puis, en deuxième heure, bien, nous aurons cette table ronde dont j'ai parlé. Et suite à cette table ronde, bien, on aura encore une fois une période d'échange d'une 15aine de minutes avec vous de l'audience. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Donc, lançons-nous avec présentation de ce projet. Bon. Voilà. Donc, le projet Forge pour formation collaborative pour la justice énergétique. Donc, c'est un projet qu'on termine ces semaines-ci après 3 années de travail collaboratif. Quelle est l'origine? Quelles sont les origines de ce projet-là? En fait, au départ, différents travaux qui ont été menés par des chercheurs du Centre Air, entre autres, Lucie Sauvé qui est ici, Isabelle Orellana que j'ai présentée et moi-même, où on a pu caractériser des apprentissages en termes de processus, de résultats aussi, qui ont été réalisés dans des mouvements éco-citoyens, dans l'urgence, avec beaucoup de courage, puis souligner aussi les apports cruciaux des intelligences citoyennes qui sont développées dans ces mouvements-là. Donc, les apports cruciaux qu'elles ont eus dans l'espace public au regard de questions socio-écologiques vives. Au regard aussi de l'immense chantier de transition écologique qui est devant nous, à l'origine du projet était la volonté d'appuyer, de pouvoir soutenir des dynamiques de formation réciproque là, dans une mobilisation pour la transition écologique qui est de plus en plus intersectorielle. Oui, les groupes écologistes y sont, les groupes citoyens, éco-citoyens, et de plus en plus, on voit les syndicats embarqués dans le mouvement, les universitaires, les personnes autochtones, etc. Donc, voilà, il y a vraiment un intérêt à partager les savoirs qui sont portés par ces différents acteurs-là au sein d'une mobilisation. Et ensuite de ça, on a voulu, avec le projet Forge, pouvoir offrir, avant qu'on l'appelle Forge, disons, à ses tout débuts, on a voulu offrir des appuis qui soient structurants pour le dialogue de savoir, puis la co-construction de savoir aussi dans ces contextes-là. Alors, c'est avec ces intentions-là qu'on a formé un comité de pilotage. Là, puis là, tout à l'heure, les personnes qui le composent se sont présentées. On s'est fait accompagner par le service aux collectivités de l'UQAM tout au long du projet, puis ça a vraiment été d'une grande aide. Ce service, en fait, les 2 personnes qui ont représenté le service, c'est Josiane Riverain et Mélanie Pelletier, qui ont vraiment été les gardiennes du projet, puis elles nous ont beaucoup aidé à faire évoluer ce projet-là pour faire en sorte qu'il réponde toujours vraiment aux besoins des groupes. Et puis, donc, on arrive à y donner toujours plus de pertinence. Puis, parmi les différentes questions socio-écologiques vives qu'on aurait pu choisir de traiter dans le projet, c'est vraiment la question énergétique qui a été vue comme prioritaire par le comité de pilotage. Et puis, rapidement, on a choisi de travailler dans une perspective qu'on a nommée de justice énergétique. On va vous en parler un petit peu plus loin après. Donc, parmi les éléments problématiques à l'origine de ce projet-là, la prévalence d'une vision techniciste de la transition écologique, l'idée d'une transition énergétique qui fait appel à un imaginaire techno-scientifique. Donc, pour illustrer cet imaginaire-là, on va se poser des questions comme comment réussir des gains substantiels d'efficacité énergétique dans les secteurs économiques, les différents secteurs. Comment arriver à stocker de l'énergie dans un réseau de production énergétique multimodal où il y aurait de l'hydroélectricité, du solaire, de l'éolien, par exemple.
Donc, ce type de questionnement-là est bien sûr important, mais si cette orientation pragmatiste-là, centrée sur le comment, dans une perspective technique, est important et tend à s'imposer, les mobilisations citoyennes, elles nous invitent à élargir le questionnement, à considérer aussi le pourquoi, le qui, le quoi. Et donc, par exemple, on va se poser comme question, pourquoi est-ce si difficile de marquer des avancées en matière de transition énergétique? Qui décide vraiment? Pour qui? Au dépend de qui? Quelles valeurs on veut mettre de l'avant dans cette transition-là? Comment l'envisager, la transition, dans une perspective de justice sociale? Alors, à travers ces questionnements-là, les groupes éco-citoyens développent des savoirs qui sont cruciaux, comme je le disais tantôt, mais qui ne sont pourtant pas suffisamment reconnus dans l'espace public, ni même au sein du mouvement. Donc, il y a des enjeux de justice cognitive assez importants qu'on peut identifier, donc qu'on peut définir la justice cognitive comme un manque de reconnaissance des savoirs qui sont non scientifiques, tels que les savoirs citoyens, expérientiels et autochtones. Donc, si on est dans une perspective de justice cognitive, on va vouloir reconnaître de manière active ces savoirs-là. Donc, l'objectif général de notre projet, ça aurait été de cerner le potentiel puis aussi les perspectives de déploiement d'un réseau de formation réciproque, donc un réseau par et pour les actrices et les acteurs qui sont impliqués dans une transition énergétique porteuse de justice sociale au Québec. Donc, qui sont ces acteurs-là? On s'est intéressé au comité citoyen, aux groupes écologistes, aux groupes communautaires aussi, qui composent le mouvement, aux syndicats, aux centrales syndicales, entre autres, puis aux personnes autochtones qui militent sur ces questions-là, finalement, aux universitaires, chercheurs ou étudiants là, qui mettent la main à la pâte dans le mouvement. En 2019, donc un an après nos débuts au projet Forge, on s'est arrimé au projet Québec Zen, Québec Zen pour zéro émission nette, là, un projet du Front commun pour la transition énergétique où a été construite une feuille de route pour une transition énergétique dans un vaste processus de dialogue social. Et aussi, la suite de la feuille de route, ça a été d'élaborer le projet Collectivité Zen qui a été lancé hier, donc chapeau à l'équipe, et puis donc qui vise à accompagner des chantiers territoriaux de transition énergétique. Donc, voilà, c'était tout indiqué qu'on s'arrime à ce projet-là. Donc, pour vous donner un aperçu du projet, donc, après l'émergence de ce projet-là qu'on a composé avec le comité de pilotage, donc, on a eu un premier moment d'enquête, puis on va vous expliquer un peu plus après donc, comment a été formulée cette enquête, mais où on a voulu cerner puis articuler les visions, les besoins spécifiques, puis les opportunités et enjeux qui sont liés au développement d'une structure de formation réciproque dans la mobilisation pour la justice énergétique. Puis on a aussi voulu, dans cette enquête-là, caractériser les représentations de la justice énergétique des participants pour aussi construire un cadre conceptuel de la justice énergétique qui mobilise à la fois les interprétations qu'ont les participants, puis les travaux universitaires sur la question. Dans un deuxième volet de la recherche, on a approfondi 4 besoins de formation réciproque spécifiques ou qu'on a dit prioritaires là, parce qu'ils ressortaient particulièrement. On va en parler davantage demain de ces besoins-là. Et on a voulu, donc, c'est les 4 thèmes que vous voyez apparaître à l'écran, caractériser les principaux enjeux relatifs à chacun de ces besoins-là, puis élaborer des stratégies de collaboration puis de co-formation pour y répondre dans le contexte du Front commun pour la transition énergétique. Puis la dernière étape de notre projet, on est dedans, on est en plein dedans, donc mobiliser les savoirs développés dans le cadre du projet. Donc, c'est sûr qu'on le fait aussi depuis 2019, depuis qu'on s'implique dans les projets du Front commun, mais plus dernièrement, on s'implique au sein du caucus Inclusion, Alliance, Convergence du Front. Et puis, on a aussi organisé 4 ateliers, 4 webinaires, en fait, ateliers, mais sur le web, de formation réciproque, un atelier pour chacun des 4 thèmes qu'on a approfondis dans le volet 2 de notre recherche. Voilà. Donc, au niveau de la méthodologie, comme Laurence vient de le souligner, le projet de recherche-action Forge s'est divisé en 2 volets.
Le premier volet consistant en une série d'enquêtes téléphoniques et de questionnaires Lime Survey, donc 23 questionnaires et 25 enquêtes téléphoniques. Les questionnaires et les enquêtes les questionnaires et les enquêtes ne sont pas nécessairement avec les mêmes personnes. La plupart, oui, mais pas tous. Au niveau des premiers peuples, on n'a pas réussi à rejoindre plusieurs acteurs et actrices. On a eu une représentante d'une organisation autochtone et une militante autochtone qui ont participé au premier volet. Donc, c'est important de prendre en considération son analyse à la visite du projet Forge. Ensuite, on a aussi fait des observations participantes et non participantes avec des activités organisées par des organisations qui travaillent sur la question, entre autres l'événement vers une justice énergétique, approche décoloniale et féministe à l'UPOP, qui était un cours coordonné par le Comité pour les droits humains en Amérique latine, donc le CEDAL, le projet d'accompagnement Québec-Guatemala et Solidarité Laurentide, Amérique centrale, avec des invités provenant de mouvements sociaux de l'Amérique latine et du Québec. Donc, suite à tout ça, on a fait une analyse des données et on a fait un atelier de co-analyse avec le comité de pilotage, duquel sont sortis des résultats préliminaires et les 4 enjeux spécifiques dont Laurence a fait de la transition énergétique au Québec, ainsi que les perceptions des participants et participantes sur ce que pourrait être une définition de la justice énergétique. Ouais, si tu veux changer. Donc, au niveau de la justice énergétique, en analysant les données du premier volet, on dénote qu'il y aurait les participants et participantes pensent que dans la justice énergétique, il y aurait la nécessité d'inclure les perspectives des premiers peuples et de leur redonner un pouvoir sur le territoire, qu'une transition énergétique empreinte de justice énergétique ne peut se faire sans travailler en collaboration directe avec les premiers peuples. On dit aussi que la population doit être impliquée à toutes les étapes du processus décisionnel. On ne doit pas seulement réagir au projet, mais être impliqué dans le développement de ceux-ci. Les gouvernements doivent également reconnaître les enjeux complexes reliés à la transition énergétique et s'assurer de prendre en compte les enjeux sociaux qu'ils impliquent, donc pas seulement se baser sur du développement économique ou sur sur l'environnement, mais vraiment avoir une perspective plus socio-écologique. On pense aussi que la transition a un impact important sur les emplois, donc les travailleuses et travailleurs et les syndicats devraient aussi être impliqués dans la prise de décision et le développement de cette transition-là, sur les choix qui vont être pris. Ensuite, une transition empreinte de justice sociale et de justice énergétique ne peut se faire sans un travail afin de réduire de façon importante les inégalités et les oppressions vécues par les personnes marginalisées. Donc, il est important de prendre en compte leur réalité, mais aussi de les impliquer dans le processus, donc pour avoir une vision encore ici, plus socio-écologique. Finalement, il y a une réflexion collective qui doit être faite afin de mieux comprendre les enjeux, ainsi que les avantages et les inconvénients reliés à une transition énergétique qui encouragerait le développement de projets énergétiques dits verts, donc tout ce qui est énergie connotée verte, donc voir c'est quoi les avantages, les inconvénients, puis les enjeux de ça avant de prendre des décisions, puis voir vraiment est-ce qu'on a besoin de les développer, pourquoi, par qui et pour qui. Donc voilà. Sinon, relié à ça, on a aussi fait une revue de littérature, en fait, pour mettre en relation ces visions-là de la justice énergétique des participantes et participants avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature scientifique au niveau de la justice énergétique, qui est un terme qui n'est pas beaucoup développé. Là. En fait, on a fait une revue de littérature qui comprend la presque totalité des articles en anglais et en français, puis on se retrouve avec environ 24 articles et ou livres là, entre 2014 et 2020.
Ce que ces articles-là, ces livres-là disent, c'est qu'il serait important d'assurer la disponibilité, l'accessibilité, la durabilité des systèmes énergétiques tout en responsabilisant les différentes parties prenantes dans le processus. Macaulay et Efron parlent de 5 dimensions à considérer dans le développement de politiques ou de projets qui seraient empreints de justice énergétique, soit la justice distributive, procédurale, justice par la reconnaissance, justice cosmopolitaine et justice réparatrice. Et Sovacool et Dworkin vont parler de 8 principes aussi qui seraient à prendre en compte, qui seraient la disponibilité, l'abordabilité, la bonne procédure, la bonne gouvernance, la durabilité, l'équité inter- et intragénérationnelle, ainsi que la responsabilité. Les articles et les livres ont surtout une analyse qui est top-down. On n'intègre pas vraiment les populations qui sont touchées ou impliquées dans les communautés qui pourraient être touchées par ces politiques-là ou ces projets-là. On va avoir les implications qui sont le plus fréquentes. Ça va être des entrevues qui sont faites, mais on ne travaille pas avec elles et eux. Donc, par rapport à ça, nous, on trouvait ça intéressant de développer un cadre qui mettrait en relation la vision des participants et participantes au projet Forge avec la littérature afin de créer un cadre qui serait plus utile pour les gens qui représenterait plus les besoins et les enjeux qui sont vécus par les personnes sur le terrain. Oui, tout à fait. Puis donc, on a élaboré ce cadre conceptuel qui présente, selon nous, les dimensions d'une vision holistique et émancipatrice là, de la justice énergétique. Donc, aux différentes composantes d'une justice énergétique qu'on retrouve dans la littérature, puis là, bon, qu'on n'a pas explicité un à la suite de l'autre, parce que ce serait, bon, ce serait comme une présentation en soi, mais s'il y a des questions là-dessus, on pourra y répondre dans la période de questions. Mais nous, on a ajouté l'idée qu'il y a une dimension de justice cognitive qui soit transversale au projet. Pas au projet, mais qui soit transversale, en fait, aux différentes composantes d'une justice énergétique, aux différentes orientations éthiques et aux principes, etc. Donc, on a élaboré aussi certaines orientations éthiques, celles qui ont été partagées, en fait, par plusieurs participants à notre recherche, puis celles qu'on observe effectivement dans le mouvement pour une transition porteuse de justice sociale, bien que, bien sûr, le mouvement n'est pas monolithique, là, mais si on pense, entre autres, aux critères d'une transition énergétique porteuse de justice sociale du Front commun, bien, on va trouver référence à une bonne part de ces orientations éthiques-là. Puis, finalement, bien, on pense que dans une vision holistique et émancipatrice de la justice énergétique, bien, il y aura un certain nombre de principes qu'on pourrait appliquer, des principes à travers lesquels faire vivre les dimensions d'une justice énergétique puis les orientations éthiques privilégiées. Et puis, donc, ce cadre-là qu'on propose, en fait, c'est un cadre qui puisse aider à analyser des politiques énergétiques, des projets de développement énergétique, mais aussi qui puisse inspirer des initiatives citoyennes de transition. Donc, parmi les différents acteurs qui ont pris part à l'enquête du projet Forge, on retrouvait une variété de forces, de pouvoirs et même de savoirs qui pouvaient être mis en commun au sein d'une structure de formation collaborative. Et ces personnes-là, eux-mêmes et elles-mêmes, nous ont parlé de qu'est-ce qu'elles verraient, des forces qu'elles pourraient mettre en commun entre elles. Donc, sans hiérarchiser les groupes, vous les voyez sur la diapositive, on en a retrouvé plusieurs types. D'abord, on avait des associations syndicales. Les forces perçues par ces personnes-là, c'était que les associations syndicales ont des ressources matérielles, des ressources financières, mais aussi une capacité intéressante d'obtenir un rapport de force et un réseau d'influence de personnes partout à travers la province qui sont capables de se mobiliser rapidement. Ensuite, on avait les milieux universitaires. Donc, on parle des chercheurs, chercheuses, étudiants, stagiaires, etc. Ces personnes-là ont une bonne crédibilité scientifique, aussi un pas de recul lorsqu'elles font leurs analyses.
Et la vulgarisation scientifique, c'est évidemment leur force. Ces personnes-là ont aussi accès à des ressources et du matériel. Donc, on peut penser aux locaux dans les universités ou à des plateformes communicationnelles comme les radios étudiantes, les journaux étudiants. Ensuite, on avait aussi des groupes environnementaux. Donc, on parle plus de ceux qui sont institutionnalisés, donc comme des organisations non gouvernementales et certaines OBNL qui sont spécialisées. Ces organisations-là sont plus souples. Elles ont aussi une excellente connaissance du terrain et bénéficient d'un bon réseau de contacts et d'une bonne visibilité médiatique. On peut aussi dire qu'une de leurs forces, c'est qu'ils ont souvent suffisamment de budget pour assurer une permanence, donc avoir une stabilité dans le temps, ça c'est un avantage qu'elles ont. Ensuite, on avait aussi des comités citoyens, donc les personnes qui faisaient partie des comités citoyens exprimaient que leur force, c'était d'avoir une variété de compétences parce qu'il y avait une variété de personnes qui en font partie, mais aussi une très, très bonne connaissance des enjeux locaux et du territoire local, même des dynamiques municipales qui arrivent sur place. Souvent, ces gens-là vont travailler sur une cause plus spécifique, comme par exemple la protection des milieux naturels, mais vont aussi avoir des liens dans la communauté avec différentes organisations communautaires et d'autres. Donc, la capacité de mobilisation des groupes citoyens dans ce contexte-là est importante, puis elle peut être déterminante aussi dans le cas d'une municipalité, d'une situation locale où il y a un débat, puis il faut faire un choix. L'appui ou pas des groupes citoyens peut faire toute la différence. Pour terminer, il y avait aussi des personnes autochtones qui ont participé à l'enquête Forge et les forces qui étaient soulevées, c'était une bonne connaissance des savoirs ancestraux et traditionnels, mais aussi le fait de porter une perspective historique qui est différente. Ça s'inscrit bien sûr dans une vision des structures et des codes qui sont foncièrement différents. Puis ces personnes-là portent des possibilités du fait d'avoir une structure législative, même une structure politique qui est différente de la nôtre. Ce qui leur confère une légitimité aussi dans l'espace public. Il faut aussi mentionner que ces personnes-là ont un bon réseau d'appui qui existe sur les réseaux sociaux, notamment. Donc, avec tous ces groupes, toutes ces forces qui ont été mentionnées, il y a différents éléments qui sont ressortis, que les personnes ont partagés. Lorsqu'on leur demandait, est-ce que vous trouvez pertinent d'avoir une structure de formation collaborative? Elles ont dit oui pour ces raisons principalement. Donc, on avait bâtir des réseaux. Donc, on parle ici des réseaux entre différents créneaux, différents secteurs de la société, mais aussi entre différentes régions, considérant que souvent, les groupes mobilisés sont séparés par plusieurs kilomètres. Le territoire est plutôt grand. Et il y avait aussi le fait d'avoir une structure qui facilite le contact, puis le contact rapide entre les gens. Ça, c'était quelque chose que les gens voulaient, trouvaient que c'était pertinent. Aussi, sinon, il y avait avoir des outils de mobilisation clés en main. Donc, par outils clés en main, je veux dire avoir accès rapidement à des fiches synthèse, par exemple, claires, brèves, accessibles et scientifiques, ou avoir accès à des sondages rapidement pour être capable de s'y approprier et de les mobiliser. Ensuite, il y avait un besoin de faire une veille partagée par tout le monde. Et ça répondait à quelque chose qui existe déjà parce que oui, dans les groupes mobilisés, l'information circule, surtout dans des infolettres ou du bouche à oreille. Mais encore une fois, il n'y a pas de structure qui supporte ça. Et les gens pensaient qu'il y a une structure de formation collaborative, ben, ça répondrait à ce besoin-là. Ensuite, la mise en commun stratégique des savoirs. Donc, les différents savoirs des différentes personnes qui ont participé à l'enquête Forge sont très, très importants, considérant que ces personnes-là travaillent souvent sur des projets en double, je dirais. Des gens vont travailler sur un dossier à quelque part, puis une autre situation similaire va arriver ailleurs. Puis là, les personnes... si elles avaient une structure de formation, ben ça leur éviterait de faire un travail en double. Donc, ils gagneraient en efficacité, mais aussi, ça leur permettrait de visibiliser ce qui existe déjà, puis aussi de consigner qu'est-ce qui est une bonne pratique ou qu'est-ce qui est une moins bonne pratique, par exemple. Finalement, pour un réseau un réseau ou une structure de formation, là, comment on décide de l'appeler, il y avait...
un besoin de coordonner ces actions là, qui étaient ressorties comme quelque chose de primordial. Les personnes qui ont participé ont indiqué que dans la mesure du possible, l'idéal, ce serait de conjuguer les luttes, hein? Briser les silos pour vraiment arriver à une transition qui est porteuse de justice sociale. Puis, faire des actions avec une visée qui est acceptée et qui est partagée par tout le monde, puis qui transcende les cultures organisationnelles. Pour des personnes qui ont participé à l'enquête, ça se faisait particulièrement avec des perspectives anticoloniales et féministes de façon à élargir toujours le cercle des gens qu'on va rejoindre. Donc, on coordonne nos actions pour ne pas perpétuer des dynamiques de pression. Donc, finalement, dans la structure de formation collaborative, ce qui était ressorti de l'enquête, c'était qu'il fallait trouver des meilleures manières de travailler ensemble, puis des façons d'arriver à développer des objectifs de travail communs qui vont permettre une convergence entre les différents groupes et différentes cultures, comme j'ai mentionné précédemment. Voilà. Merci, Marianne. Donc, les participantes à l'enquête ont attesté vraiment dans une très, très grande proportion de la pertinence de soutenir la formation réciproque au sein des dynamiques citoyennes sur les questions énergétiques. On a vu avec Marianne les forces que les groupes ont vues chez les uns, chez les autres, qui seraient importantes de partager. Puis ils ont évoqué un ensemble de besoins. Puis là, à travers la question qu'on aura posée, une question ouverte sur quels seraient les besoins de votre organisation en matière de formation réciproque, il y a aussi plusieurs enjeux qui sont ressortis, des situations typiques qui peuvent limiter les dynamiques de co-apprentissage au sein des groupes. Donc, on va en voir ensemble quelques-unes en donnant la parole aux participantes. Donc là, on va y aller peut-être avec quelques citations, puis peut-être vous dire que, ça a été anonymisé, donc les prénoms que vous verrez, ce ne sont pas les prénoms des gens, effectivement. Donc, dans un premier temps, on a observé des enjeux liés aux conditions d'exercice de la militance. Entre autres, vous ne serez pas surpris d'entendre le manque de ressources, là. Et donc, il y a une personne qui nous dit tout est bénévole, hein, puis c'est surtout que c'est à long terme. Ce n'est pas qu'on s'en va faire une manifestation samedi puis c'est fini. Non, lundi matin, on est au conseil municipal. Après, on rencontre nos députés. Puis après, on fait des rencontres citoyennes. Donc, plusieurs participantes à l'enquête ont mentionné aussi que la tendance accrue au financement par projet des organisations communautaires nuit à leur capacité d'action. Puis en effet, alors que la politique de reconnaissance et de soutien à l'action communautaire de 2001 avait reconnu l'autonomie des groupes communautaires, puis en dotant notamment ces organisations-là d'un financement à la mission, les différents ministères concernés ont considérablement réduit ou fait plafonner ces fonds-là depuis. Donc, depuis une dizaine d'années, puis au profit de formules de financement plus orientées avec des appels à projets, etc. Donc, ces modalités créent des situations de compétition entre les groupes. Ça a été souvent mentionné dans l'enquête, en plus d'alourdir leurs tâches puis de limiter, en fait, leur capacité à agir sur des dossiers qui sont émergents ou qui sont controversés. Puis bien sûr, les groupes éco-citoyens, là, par exemple, à l'échelle d'une municipalité qui sont nouvellement constitués, donc quant à eux, pratiquement pas accès à de ressources financières. Donc, dans ce contexte, puis aussi parce que de nouveaux méga-projets de développement énergétique ou d'extraction de minerais, etc., donc apparaissent sans cesse sur le territoire québécois, plusieurs participantes à l'enquête Forge ont évoqué la lourdeur là, de leur engagement et elles ont évoqué un sentiment d'être embarquées dans une lutte sans fin puis avec des moyens infiniment aussi plus restreints que ceux des acteurs qu'ils affrontent. Puis une personne qui nous disait, c'est pas juste parce que l'étude d'impact de GNL Québec, il y a 40 spécialistes qui ont travaillé là-dessus à temps plein, probablement pendant 2 ans. Puis nous, on était tous des bénévoles et qui faisaient ça, bien sûr, en plus de tout le reste de la vie. Donc, parmi d'autres enjeux liés aux conditions d'exercice de la militance, la difficulté à conserver les savoirs qui sont acquis dans les luttes, de lutte en lutte. Une autre citation aussi, le projet citoyen, c'est très important, mais souvent c'est relié à un seul... le groupe citoyen, c'est très important, mais souvent lié à un seul projet. Donc, une fois que les projets sont finis, il y a plein de choses qui ont été apprises par ces groupes-là.
Mais comme ce sont des groupes entièrement bénévoles qui vivent que de leurs propres efforts, de leurs propres ressources, de leurs propres recherches, de leur propre travail, qui se fait en dehors de tout ce qu'ils ont d'autre à faire dans la vraie vie, il y a beaucoup d'informations qui se perdent. Il y a une autre personne qui mentionnait que quand une personne va quitter un groupe, bien, souvent, c'est ça. Cette personne-là, elle quitte avec ses précieux savoirs, puis ça représente une perte pour l'organisation. À ça s'ajoutent des enjeux qui sont plus sur le plan de la communication. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne m'attendais pas à cette analyse-là, mais c'était une analyse que faisait justement une participante à la recherche, comme quoi les dynamiques de lutte qui sont entre les groupes et puis des promoteurs, par exemple, de gros projets, se transposent à l'intérieur des groupes militants. Voilà, elle disait régulièrement dans les groupes, dans les associations, il y a des putschs, il y a des clashs, il y a des éclats, il y a des blessures, puis il y a des gens qui ne se parlent plus. C'est lourd, puis moi, c'est ce que je trouve dingue. Hein? En même temps, on est dans un processus de lutte, donc d'être toujours contre, d'être toujours en bataille, ça se transpose dans les relations entre nous. Voilà, puis donc, comme les groupes travaillent dans un climat d'urgence continuelle, ces conflits internes-là sont souvent peu assez abordés ou pas assez résolus. Puis donc, plusieurs militants, militantes aimeraient que ça change, puis que plus d'importance soit accordée aux soins dans les groupes. Puis finalement, un dernier enjeu que je vais évoquer, c'est un enjeu qui a trait en fait au cadrage épistémologique des débats. Le manque de reconnaissance dans l'espace public des savoirs, de la valeur des savoirs citoyens, ça a une incidence aussi au cœur même des dynamiques des groupes. Une participante nous disait qu'il y a beaucoup d'expertise au sein des groupes qui pourraient servir à d'autres groupes, mais ce n'est pas assez reconnu. Donc, les groupes n'ont pas nécessairement tendance à créer des occasions, en fait, de co-apprentissage. Donc, voilà. Ces enjeux-là, puis plusieurs autres encore, là, ont donné lieu à la formulation de besoins. Puis là, tout à l'heure, Marianne en a évoqué quelques-uns au regard de la pertinence d'une structure de formation réciproque. Mais donc, des besoins auxquels les participants à l'enquête ont dit que la dynamique structurante de formation réciproque pourrait répondre. Puis suite à l'enquête, on a cru bon de prioriser, en fait, à l'intérieur de ces besoins-là pour pouvoir, ensuite de ça, dans notre volet 2, approfondir au regard d'un certain nombre de besoins. Là, on n'avait pas les ressources, justement, pour pousser sur l'ensemble, en fait, des souhaits là, qui étaient proposés par les participants ou avancés. Fait que, Guillaume, je te laisserai poursuivre. Ton micro, Guillaume. Oui, désolé, je faisais du clavardage de gestion avec Hugues pour les personnes qui rentrent et tout. C'est bon. Donc, je voulais pas qu'on entende trop. Oui, au niveau des besoins, justement, les besoins prioritaires que Laurence vient de présenter par rapport aux enjeux, mais on s'est concentré sur ces 4 enjeux-là. Puis la présentation de demain, en fait, va aller plus en profondeur sur ces enjeux-là, puis certaines pistes de solutions qu'on a été capable de ressortir en lien avec le volet 2 de la recherche, donc qui va être présenté demain. Vous êtes toutes invités. Et en résumé, en fait, on a ces 4 enjeux-là. Il y a le fait d'identifier des approches et des stratégies permettant de travailler ensemble à l'atteinte d'objectifs communs, en dépit de visions divergentes et en portant une attention particulière aux réalités, aux visées des groupes marginalisés. Cerner les approches et les stratégies de co-construction de savoir, communauté, université à privilégier dans la mouvance récente d'engagement éco-citoyen de nombreux scientifiques, donc par rapport aux problématiques environnementales, entre autres. Savoir reconnaître, éviter l'épuisement militant, donc apprendre à prendre soin de soi et des collaborateurs, collaboratrices dans le travail collectif, donc toutes les notions de soins collectifs et de soins au niveau plus individuel, donc self-care puis collective care, là, qui est plus souvent utilisé un anglicisme, mais qui est les termes les plus souvent utilisés dans le milieu. Et sinon aussi, mieux connaître les réalités, les possibilités
doté du cadre municipal pour investir cet espace politique de proximité. Donc, comment se co-former pour être capable de travailler dans le cadre municipal et voir comment on pourrait avoir une certaine influence puis un travail qui serait fait en commun avec ce milieu. Voilà. Alors, ça fera l'objet, comme l'évoquait Guillaume, du séminaire de demain, où est-ce qu'on prendra le temps vraiment d'approfondir en termes d'enjeux et de pistes sur chacun de ces besoins-là, ressortis de notre enquête. Voilà, puis on vous invite à consulter le site du Centraire, la page du projet Forge sur ce site-là, où est-ce que, en fait, vous allez trouver déjà des capsules qui ont trait à, en fait, 3 des 4 besoins qu'on vient de vous présenter, donc des capsules vidéo qui présentent nos résultats et qu'on a réalisées dans le cadre des Midis de la transition Forge, là, dont on parlait tout à l'heure. Notre rapport de recherche va être en ligne incessamment, là, donc d'une semaine à l'autre. D'ici le tout début de juin, ça va être disponible en ligne aussi. Alors, voilà pour notre présentation. Je quitte le diaporama pour qu'on puisse se voir, tout le monde. Voilà. Alors, à ce moment-ci, on aimerait vous entendre comment vous recevez ces résultats-là, est-ce qu'il y a des questions aussi par rapport à certains aspects qu'on a pu présenter. Sur certains aspects, on a dû aller un peu plus vite. On voulait quand même laisser de la place aussi pour les échanges dans la rencontre. Alors, on serait preneur pour soit des questions, clarifications, des commentaires. Alors, je vois Chantal qui a levé sa main. Oui, Chantal, qui n'est pas capable de changer. Bonjour tout le monde. Qui n'est pas capable, je ne sais pas pourquoi, changer RQGE pour Chantal. Ça ne marchait pas, j'ai essayé. Fait que, il y a un gossage sur le Zoom. Là. Mais bonjour tout le monde. Vraiment, je suis contente de tout voir ça. Moi, j'avais suivi au début, puis il y a eu un lousse entre les deux là, que je n'ai pas pu suivre. Et puis, vraiment contente. J'ai une question, puis après ça, je vais avoir une réflexion plus tard, un moment. J'ai moins bien compris qu'est-ce qui était la justice. Tu sais, la justice procédurale, ça va, de reconnaissance, ça va, mais la cognitive, la justice cognitive, c'était quoi au juste? C'était juste pour parfaire un peu, j'avais pas bien compris. Oui, merci. Alors, l'idée d'une une justice cognitive, oui, c'est l'idée de reconnaître de manière active, ça veut dire de soutenir la place de différents types de savoirs dans un espace donné. Puis là, dans ce cas-ci, nous, on dit dans la mobilisation citoyenne sur les questions d'énergie, puis aussi dans l'espace public. Donc, si on arrive à le reconnaître, à reconnaître la valeur des savoirs expérientiels, des savoirs citoyens, des savoirs autochtones, des savoirs... Donc, de tous ces savoirs-là, qui ne sont pas les savoirs experts, qui ne sont pas les savoirs scientifiques, si on arrive à les valoriser entre nous au sein de la mobilisation, si... on arrive à le faire. Si les universitaires, on peut aider à porter aussi la valeur de ces savoirs-là dans l'espace public, bien là, c'est ça. C'est l'idée de faire en sorte que ça fasse partie aussi de la lutte, là, cette reconnaissance-là de la valeur des savoirs de terrain, de la valeur des savoirs d'expérience, d'ancestraux et tout ça, là. Puis tu voulais faire un commentaire aussi, Chantal, tu disais? Oui, bien, je pense que c'est juste que je l'avais comme pas. Je prenais des notes, peut-être que je ne l'avais pas bien entendu, le cognitif là, par rapport à ça. Fait que c'est parfait. Le petit commentaire, c'est par rapport à les demandes qui ont été faites par les besoins lors de l'enquête et puis par rapport à justement la justice procédurale et moi je dirais reconnaissance aussi ou encore peut-être la cognitive. Il y a quelque chose qui est dit comme quoi que beaucoup sur le terrain, le monde sont bénévoles, il manque de temps, qu'il y a, par exemple, à GNL, des experts qui sont là depuis 2 ans, qui ont été payés et tout ça, tandis que là, les bénévoles, il y a quelque chose que, là, moi, je parle en tant que RQGE aussi, qu'on pourrait peut-être nous pencher beaucoup là-dessus, mais par exemple, avec les minières, que ce soit en Amérique du Nord au complet, avec Québec Meilleure Mine, entre autres, on réussit à trouver des sous.
je parle de sous, là, mais ça aide les sous, des sous pour des groupes citoyens, ou encore quand que les évaluations fédérales, le gouvernement fédéral donne des sous aussi pour des citoyens, pour leur laisser du temps ou payer des gens, ou payer leurs ressources pour pouvoir aller faire des représentations. Et le BAP, dernièrement, le BAP s'est prononcé contre cette mesure-là. Il ne voulait pas, le BAP au Québec, avoir une mesure semblable à ça. Peut-être qu'on pourrait justement piquer pour que le BAP se fasse comme les organisations d'éducation populaire minière ou encore je ne sais pas comment on appelle ça. Là, mais c'est à l'Office national de l'énergie qu'il y a cette mesure-là, Chantal. Oui, mais au fédéral, aux évaluations fédérales aussi, oui, c'est par le biais de l'Office de l'énergie qui vont donner des sous à quand il y a des évaluations fédérales. Oui. Au provincial, il n'a pas. Le citoyen, le groupe citoyen ne peut pas avoir. C'est pas juste des sous qui règlent tout, mais ça aiderait peut-être à avoir une expertise, une personne, pouvoir donner du temps et son expertise qui peut être aussi empirique ou sur le terrain, là, mais pouvoir donner son temps à une organisation. Je voulais juste dire ça. Peut-être qu'on pourrait pencher pour vraiment militer pour que le BAP puisse donner le même genre d'aisance, ressources aux groupes citoyens pour qu'ils puissent, que ça soit à armes égales, peut-être pas égales, mais en tout moins, que ça soit un petit peu plus. C'était juste ça, c'était les deux. Mais sinon, chapeau, c'est vraiment super. J'étais contente d'entendre tous ces résultats-là. Chapeau à toute l'équipe. Merci, Chantal. Puis oui, c'est une piste très pertinente que tu évoques là. Oui, merci. Nicolas? Oui. Merci pour votre présentation et tout votre beau travail. Il y a plein de pistes intéressantes, certaines que j'ai travaillé moi-même avec des organismes comme Justice climatique Montréal puis d'autres. Je pense que ma collègue du CEDAL a mentionné quelque chose, qu'est-ce que je voulais dire pas mal dans les commentaires dans le clavardage, c'est la décolonisation des savoirs, parce que dans la liste que vous avez présentée, il y avait bien des affaires que je suis d'accord avec, mais il y en a là-dedans qui sont malheureusement souvent en conflit avec les groupes. Quand on parle d'écocentrisme et anticolonialisme, des fois, il y a un effacement ou une invisibilisation de certaines populations qui ont des relations différentes au territoire. Puis ça fait des flamages. C'est normal parce que c'est là que ça vient décoloniser les savoirs. J'espère que je ne me trompe pas sur ce postulat-là. On me corrigera s'il faut. Mais c'est ça, puis ça fait partie du travail que je fais un peu au Front commun, que j'essaye avec le comité décolonisation. Vos pensées là-dessus? Ben oui, tout à fait. Puis je trouve ça intéressant que Marie-Ève t'ait apporté en fait l'idée de parler de décolonisation des savoirs, parce que je me rappelle aussi une rencontre dernièrement où on disait que Marie-Ève, on avait trop tendance assez rapidement, les universitaires, c'est ça, à s'approprier le terme de décolonisation, puis qu'il fallait être peut-être un peu prudent par rapport à ça. Puis c'est un peu dans cette prudence-là qu'on a choisi aussi de parler de justice cognitive. Mais sur le fond, je suis très d'accord avec ce que Nicolas vient d'évoquer. Puis oui, donc la reconnaissance des savoirs qui sont produits dans d'autres visions du monde, d'autres univers culturels. Et puis, donc, c'est ça. Ça fait qu'il y a un... En tout cas, il y a peut-être... puis peut-être j'aimerais ça entendre Marie-Ève aussi là-dessus. Là. Si tu avais le goût, Marie-Ève, de prendre la parole. J'essaie de lire en même temps les commentaires là, sur la conversation, mais... J'étais en train de préciser mon idée sur la conversation, mais je vais la dire de vive voix. Bien, c'est vrai, Laurence, je suis la première à dire qu'il faut être prudent et prudente avec l'utilisation du terme décolonisation. Puis, donc, tu sais, mais je suis en constante évolution puis en réflexion aussi. Donc, tu sais, de remettre en question ces termes-là, ces concepts-là. Mais tu sais, je pense que de la façon dont tu l'as expliqué,
en répondant à justice cognitive, moi, je me suis dit, ouais, ben, c'est peut-être pas le bon terme, justice cognitive, c'est vraiment la décolonisation des savoirs que tu exprimais. Puis, justement, au sein de l'Association québécoise des organismes coopération internationale, duquel nous, au CEDAL, on est membre, il y a toute cette réflexion-là qui est en cours parce que, bon, c'est une, les rapports nord-sud, etc., à travers la coopération internationale, puis la justice énergétique, à quelque part, c'est un des enjeux, en tout cas, nous, sur lesquels on travaille depuis plusieurs années en solidarité internationale, tentant de créer des ponts entre les mouvements qui luttent pour la justice énergétique en Amérique latine et au Québec. Puis, ben, c'est ça. Donc, c'était... je le sais que je nous ai amenés au sein du comité de pilotage à être prudentes et prudents pour l'utilisation de ce terme-là. Mais bon, je pense que on est rendu, on peut nommer des choses. C'est ça. Ah, mais merci, Marie-Ève, de ces précisions et apports-là. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres questions ou interventions? On aurait encore quelques minutes avant de passer à notre panel, ou on peut aussi passer directement vers le panel. C'est à votre choix, là. Guillaume? Oui, ben, j'ajouterais peut-être là-dessus par rapport à justement ce qui se retrouvait dans les articles scientifiques, il y avait une lacune majeure là-dessus, puis une façon un peu maladroite, des fois aussi, d'avoir une analyse là-dessus, vu que c'était beaucoup vu de l'extérieur, puis qu'il n'y avait pas d'implication des populations et de leur savoir. Puis c'est ça, moi, ça m'avait beaucoup frappé. Puis je pense que c'est justement quelque chose qui manque beaucoup dans le milieu universitaire. Puis justement, il y avait un des articles qui faisait une liste d'épiceries d'eau de 10 cultures différentes, 10 visions du monde différentes avec des cultures de partout sur la planète. Là, il disait, ben, avec cette vision-là, puis là, c'est une équipe de 10 chercheurs, mais là, tu te dis, bon, comment vous avez fait pour... vous ne pouvez pas comprendre, avoir une finesse de compréhension des visions du monde des cultures en Inde, des cultures autochtones en Amérique du Nord, comme il y avait un melting pot, puis là, je me disais, bon, mon Dieu, c'est tellement problématique, il faut une réflexion là-dessus, il faut ouvrir, il faut prendre en compte, ben pas prendre en compte, en fait, il faut que ces savoirs-là soient mis de l'avant par et pour les gens. Puis c'est ça. Voilà, je voulais ajouter cette petite anecdote de recherche. Oui, c'est Guillaume, hein? Merci. C'est Guillaume qui avait d'ailleurs réalisé cette recension des écrits sur la justice énergétique. Alors, Guillaume qui a été un pilier là, de notre projet depuis ses débuts. Donc, voilà. Donc, on pourrait passer puis, à notre panel, puis poursuivre la discussion avec l'assistance, avec l'audience. Donc, après ce panel. Donc, Carole Dupuis, Maude Prudhomme, Lucie Sauvé qui ont accepté. Merci beaucoup de venir, en fait, intervenir suite à cette présentation-là. Carole, Maude et Lucie, qui sont des femmes très engagées depuis de nombreuses années au regard de différentes, en fait, questions socio-écologiques et en particulier sur les questions d'énergie les derniers temps. On leur a demandé, à la lumière de vos expériences d'engagement sur ces questions-là, quelles sont vos propres lectures, analyses et réflexions quant aux possibilités et défis de la coformation intersectorielle aussi là, dans la mobilisation pour une justice énergétique au Québec. Ce qu'on propose, c'est de faire que chacune d'entre elles puisse faire une première intervention d'environ 5 minutes. On pourra faire un deuxième tour dans cette table ronde et ensuite de ça, on ouvrira avec les questions et commentaires à tous. Donc, je pourrais commencer par présenter Carole.
Puis, je pourrais vous présenter au fur et à mesure de vos interventions. Donc, Carole, qui est une gestionnaire d'expérience, spécialiste de la planification et de la communication. Carole, elle milite à temps plein depuis 2014 pour une sortie rapide des énergies fossiles et pour une transition énergétique vers une société post-carbone. Elle est membre du comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique depuis la création de cette coalition-là en 2015. Elle est aussi porte-parole du mouvement éco-citoyen Une planète, un regroupement qu'elle a contribué à créer en décembre 2018 pour contribuer le plus efficacement possible au virage radical qui s'impose pour atténuer la crise climatique et stopper l'épuisement des ressources de la Terre. Puis, c'était pas assez, ça fait que Carole, elle est aussi cofondatrice de Saint-Antoine d'Étilly Milieu de vie, un groupe citoyen qui a été mis sur pied dans l'Aude-Binière en 2015 pour lutter contre le projet de pipeline Énergie Est et contre l'établissement du gaz de schiste dans cette région-là. Alors, voilà, Carole, bien, on serait intéressé à entendre tes réflexions sur le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Oh, le micro, s'il vous plaît. Merci. Vous m'entendez? Oui. Ouais, je croyais que je serais la dernière, hein? Tu vas jouer un tour. Je suis terriblement intimidée parce que je ne sais pas ce qui s'en vient, mais ce n'est pas grave. Je vais sauter dans l'arène. Je vais d'abord vous dire que je ne suis pas du tout dans ma zone de confort, dans ce genre dans le genre de contexte où on est maintenant. Je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, je ne suis pas une spécialiste de la co-formation, je ne suis pas du tout dans mon élément ici. J'apporte tout simplement un témoignage citoyen. J'avais envie de mettre, je vous ai fait une petite présentation, j'avais envie de mettre une photo de Frodon devant le Mordor. C'est pas parce qu'on est qualifié nécessairement qu'on s'attaque à la tâche de sauver Mordor. C'est parce que la vie nous amène là, la vie nous présente ses défis et on apporte ce qu'on a à apporter, puis on fait un bout de chemin. On fait faire un bout de chemin au mouvement, chacun à notre manière. Alors, c'est ça que je fais. Si je dis des choses qui vous horrifient en tant que spécialiste de l'éducation, vous me le direz. Est-ce que je peux partager mon écran? Bien sûr, Hugues pourra Normalement, c'est possible, ouais. Oui. Oui, je peux. Super. Je peux. Donc, excusez-moi. Oui, non. OK. Donc, vous nous avez demandé de commenter, d'après notre expérience, les possibilités et les défis de la co-formation insectorielle dans la mobilisation pour une justice énergétique au Québec. J'ai essayé de répondre à cette question. Le cadre de ma présentation, c'est vraiment le projet Québec Zen et son sous-projet Collectivité Zen. Je le précise parce qu'en réfléchissant là-dessus, je trouvais que c'est un projet de transition, c'est vraiment un projet de transition et de dialogue social. Alors que j'ai été très active dans les luttes et j'ai l'impression que ça ne se présente pas tout à fait de la même manière. Donc, ici, je parle des enjeux de la co-formation dans le contexte de la transition écologique. Laurence a dit quelques mots de Québec Zen. Ça vaut la peine peut-être de situer très rapidement. En 2019, on a commencé une démarche au Front commun pour élaborer la première partie de Québec Zen. C'était l'élaboration concertée, si on peut dire, d'une feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité. Ça se voulait vraiment exhaustif, ça se voulait vraiment ouvert. Et ça se voulait à la rencontre des meilleures connaissances des scientifiques, mais des praticiens aussi, et des critères du Front commun pour une transition porteuse de justice sociale. Donc, c'est l'optique de cette feuille de route-là. Ça a pris une ampleur inattendue. Il y a 190 personnes qui ont participé à l'élaboration de 85 organisations, plusieurs chercheurs, chercheuses universitaires aussi, des alliés aussi qui ne sont pas nécessairement membres du Front commun, mais qui sont des spécialistes de ceci, cela. Et quand je dis 190, en fait, il y a
beaucoup de gens qui ont participé à la démarche qui consultaient leur propre membership ou leur propre groupe de travail et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont contribué à cela. Quand on l'a diffusé, là, le chiffre m'échappe, mais de mémoire, c'était très simple notre affaire. Là, le Front commun n'a pas tant de ressources que ça. On a diffusé une petite photo Zoom là, où on a mis les photos de plusieurs personnes qui ont participé. Je pense qu'il y a eu 50 000 partages, alors qu'on n'est pas très visible normalement sur Facebook. Donc, ça donne une idée qu'il y avait vraiment toute une mouvance derrière ça. La deuxième étape, c'est les collectivités zen, le projet de collectivité zen, je devrais dire, parce qu'on n'y est pas, évidemment, c'est un projet qui a été lancé officiellement hier, en même temps que les 4 premiers chantiers de collectivité zen. Le projet de collectivité zen, c'est très, très simple, c'est vraiment de voir s'il y a des gens, des groupes, des organismes, en fait, ça s'adresse aux organismes et non aux personnes. Ça peut, là, mais ce n'est pas fait pour ça. Voir sur un territoire donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit « Moi, je veux porter un chantier de transition ». Et à partir de là, bâtir l'adhésion de tous les acteurs sociaux, économiques, culturels, agricoles, tout ce qu'on peut imaginer, municipaux, etc., dans une optique, c'est vraiment pas l'optique, puis c'est pas un rejet du tout de l'optique de la lutte ou de la résistance, ça, c'est pas du tout un rejet, mais c'est autre chose ici. C'est vraiment dans une optique de construire l'adhésion à des nouvelles normes sociales graduellement en partant d'un noyau, puis en l'élargissant graduellement, faire un diagnostic du territoire à tous égards, là, 360 degrés, c'est vraiment pas juste les gaz à effet de serre. C'est analyser tous les systèmes, analyser le système alimentaire, le système de déplacement, le système social, la sécurité alimentaire, bon, tout ce qui crée une collectivité et de déployer ce concept-là à l'échelle d'un territoire qui est choisi par les gens eux-mêmes, petits, grands, moyens. Fait que ça, c'est le cadre. Donc, hier, on avait notre lancement et ça m'a frappé. Il y a un commentaire qui m'a frappé d'un participant qui nous demandait est-ce qu'il y a des organismes qui cherchent à faire ce que Jean-Marc Jancovici appelle la pédagogie du problème? Alors, je suis allée voir c'était quoi la pédagogie du problème. La pédagogie du problème pour M. Jancovici, c'est que le postulat, c'est que la population accepte des mesures douloureuses si la pédagogie du problème est faite avec une large place à la parole scientifique. Donc, c'est vraiment une vision top-down. Il y en a qui savent, puis s'ils occupent l'espace, ça va, les gens vont être prêts à faire ce qu'il faut. Alors, je ne dis pas que c'est entièrement faux, que ça n'a pas sa place, mais le projet Québec Zen, c'est l'opposé de ça. On est plutôt dans la pédagogie de la résolution, si on veut rester dans le même univers que M. Jancovici. Le postulat à la base, c'est que la population prend les mesures qui s'imposent si elle assume son éco-citoyenneté. Donc, c'est vraiment le postulat. Je n'avais jamais pensé à ces termes-là. Là, c'est en lien avec ce qui a été dit, puis le truc, la rencontre d'aujourd'hui, que je me suis dit, ouais, c'est intéressant. On est vraiment dans la pédagogie d'une drôle de manière. Donc, les postulats de base de Collectivité Zen, c'est que l'action climatique va être efficace si elle vise les racines profondes de la crise. C'est qu'une transformation collective profonde exige un dialogue social. J'ai mis en vert les éléments qui, pour moi, je ne dirais pas que c'est synonyme de coformation, mais qui sont vraiment dans l'univers conceptuel de la coformation. Donc, on est vraiment dans une optique de dialogue social. Un autre postulat, c'est que pour se transformer, il faut savoir, mais il faut vouloir et pouvoir aussi. Donc, quand on parle de coformation, pour moi, ce n'est pas seulement les connaissances, c'est beaucoup d'autres choses aussi. Qui ont besoin d'être partagés. Bon, que les collectivités territoriales sont des terreaux exceptionnels pour la transformation qui est requise.
Et là, j'arrive au cœur de l'affaire, c'est qu'en se coordonnant et en mutualisant leurs expériences et leurs expertises, les acteurs nationaux peuvent soutenir de manière très puissante la transformation des collectivités et que les acteurs territoriaux peuvent impulser un mouvement social de fond dans leur collectivité. Donc, ça je ne l'ai pas inventé pour la présentation d'aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on a dans notre modèle logique. Et quand on dit mutualiser les expériences et les expertises, ben, c'est pas uniquement les acteurs nationaux entre eux et les acteurs territoriaux entre eux, c'est tout ça. C'est un gros melting pot. Et finalement, c'est que le dernier postulat, c'est que l'inclusivité, l'apprentissage croisé et la co-création de solutions augmentent la capacité collective de penser et d'agir stratégiquement. Alors, quand on nous demande dans la question du jour les possibilités de la coformation intersectorielle dans le contexte de la transition écologique, ce que le projet sur lequel on travaille actuellement dit, c'est pas que c'est pas des possibilités, c'est un impératif, c'est une obligation. C'est comme ça qu'on peut le faire et pas autrement. Ça ne peut pas venir autrement. Et ça, c'est aussi vrai pour les contenus, pour tous les savoirs là, qui peuvent toucher des sujets très techniques, qui peuvent toucher des sujets de psychologie comportementale qui peuvent, ça peut être très vaste, mais aussi sur les méthodologies d'accompagnement, les méthodologies de transformation du milieu. Donc, on a vraiment besoin de plein de compétences et de savoirs que personne ne peut procéder, c'est impossible. Mais par contre, on nous demande aussi les défis. C'est un défi que mon observation, qui a vraiment plusieurs ramifications. Si on parle de coformation intersectorielle, alors je vois des défis des deux côtés. Pour le bout, coformation, ben, c'est où trouver le temps et où trouver la motivation. Tout le monde dit oui, il faut se mettre ensemble, il faut le faire. Mais c'est bien difficile de garder les gens ensemble très longtemps. Ils retournent chacun dans leur milieu, chacun dans leur secteur. Et ça prend vraiment une motivation extrême. Et ce que j'observe, c'est que le mouvement citoyen a vraiment beaucoup cette motivation-là. Les autres acteurs, c'est plus difficile pour eux. Puis je ne porte pas de jugement quand je dis ça, c'est une observation. Comment harmoniser les rythmes de travail si on veut travailler d'un commun... le terme m'échappe. Si on veut travailler ensemble, il faut travailler relativement au même rythme. On est en urgence climatique et on veut avoir une action avec des multiples ramifications et beaucoup d'intervenants, puis on va aller vite en même temps. C'est certain que c'est un problème. Comment créer un environnement sécuritaire quand les gens ne veulent pas nécessairement se faire donner des leçons. Donc, comment on peut se sentir en sécurité là-dedans? Faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et comment assurer qu'elles sont efficaces, ces démarches de coformation. On n'est pas des spécialistes de la coformation. Là. Comment ça marche? Comment on fait ça pour que ça donne les résultats voulus? Pour le segment intersectoriel, bien là, c'est vaste. Là. Moi, je l'ai pris dans un sens très, très vaste, intersectoriel. Pour moi, c'est autant des spécialistes de différents domaines que des groupes d'intérêt ou de pression avec des vocations variées. Il y a bien des manières d'être intersectoriel ou des groupes, ouais, enfin. Donc, comment former des communautés d'apprentissage mixtes qu'on observe comme défi. Je ne dis pas que ça ne marche pas du tout, au contraire, mais c'est que les gens qui ont les mêmes intérêts se retrouvent à jaser entre eux souvent. C'est difficile de maintenir une motivation pour qu'il y ait vraiment une démarche forte où les personnes intéressées ou les organismes intéressés à tel type de problématique mettent beaucoup d'heures pour travailler avec d'autres qui ont d'autres motivations. Ce n'est pas dans leur priorité en général. Comment surmonter le clivage entre le biais anthropocentrisme, écocentrisme, qui peuvent être personnels ou institutionnels. Là. Si on prend un syndicat, ils ne sont pas là pour défendre les petites bêtes, hein, ils sont là pour défendre leurs membres. Puis je pourrais prendre beaucoup d'exemples. C'est un des défis les plus grands qu'on a, je pense,
entre autres parce qu'il n'est pas nommé. C'est quelque chose de très fondamental dans la démarche d'engagement, je crois, des gens par rapport à la transition d'un côté ou de l'autre. Et tout le monde partage un peu des deux, je pense, mais il y a vraiment des dosages ou des arbitrages qui ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Et ça amène facilement des jugements de valeur ou de l'agacement ou parce que c'est trop long, si c'est d'un bar, parce que c'est trop court, parce que ça va passer vite, parce que c'est bon, etc. Et comment réaliser l'inclusivité? On peut vouloir inclure, mais si les gens ne sont pas au rendez-vous, si les populations qui sont exclues, puis ne sont pas là, ils ne sont pas autour de la table, comment on l'a fait, cette démarche-là? C'est vraiment un défi qui est pas surmonté encore. Puis dernier point, le rôle des universités. Ça, c'est une réflexion vraiment personnelle, là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le projet. Mais c'est vraiment, moi, je suis très convaincue que les universités ont un rôle important à jouer. Je pense que, honnêtement, j'ai moins côtoyé l'UQAM, mais j'ai connu une époque où les universitaires étaient très engagés dans la cité. C'était vraiment quelque chose de très fondamental. Après, il y a eu beaucoup de spécialisation. Les normes de promotion du personnel enseignant ont été de plus en plus vers la recherche fondamentale, des choses comme ça. Puis le rayonnement dans la communauté a perdu de l'importance. Je trouve qu'il y a un retour et je pense que ça devrait être beaucoup plus. On est en crise écologique, on est en crise du climat, on est en crise sociale. Et c'est vraiment quelque chose, comment dire, c'est quelque chose de très central, à mon avis. Et la contribution du mouvement citoyen là-dedans, moi, c'est une chose qui me frappe. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges. Tu sais, il y a des efforts vraiment importants qui sont faits, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est négligé quand on parle de contribution des savoirs citoyens. C'est que c'est dans le cadrage des questions et dans le cadrage des recherches. On se pose des zillions de questions sur des choses et on n'est pas consulté là-dessus. Là. Il y a pas de, c'est pas pensé comme ça. Je pense que personne n'a jamais trop pensé à ça, que le mouvement pouvait avoir besoin de réponses. Et il suffirait peut-être que le mouvement citoyen aille voir les universités, frappe à la porte ou vice-versa, mais en tout cas, il faut créer des meilleurs liens, je crois. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Carole. Puis sur le dernier point que tu viens d'évoquer, j'avais beaucoup aimé une image que tu avais donnée dans une des rencontres qu'on avait eues, de créer comme une agence de rencontre, en fin de compte, entre milieu universitaire puis milieu citoyen. Puis, ben, c'est ça, c'est un peu ça qu'on essaye de créer là, au sein du projet Québec Zen avec les gens qui sont responsables de cet aspect-là davantage, là, avec Mélanie Pelletier aussi au service aux collectivités. Oui. Merci, j'essayais de sortir de mon écran. Oui? Pas le bouton. Okay. Ben, j'ai beaucoup apprécié, Carole, comment tu as problématisé notre question. Puis tu nous en as, en fait, tu as rebondi avec des questions aussi très pertinentes. Ça va donner lieu, je pense, à des échanges intéressants. Puis ben, peut-être on pourrait déjà passer, en fait, à la présentation de Maude. Là. Puis dans le deuxième tour, ça donnera encore plus l'occasion de rebondir sur les présentations les unes des autres avant d'ouvrir à la salle. Alors, Maude qui est au sein de notre comité de pilotage du projet Forge, qui est engagée aussi dans des causes écologiques et sociales depuis le milieu des années 90 déjà. Elle partage actuellement son engagement entre le rôle de déléguée à la transition au Réseau québécois des groupes écologistes et elle a aussi un rôle actif au Front commun pour la transition énergétique, mais oui, plus qu'actif, impliquée sur de nombreux comités. Elle est aussi impliquée dans l'offre de formation sur les perspectives écoféministes et la construction d'une démarche vers un mode de vie paysan en Gaspésie, sa région d'adoption. Alors, on t'écoute, chère Maude. Bonjour. Alors, je n'aurai pas de PowerPoint. Ça fait toujours un... Mais merci, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été placés. Je vais nommer différents aspects, je vais nommer différents défis
en les nommant, ce n'est pas des défis dont je me dédouane. C'est des défis, je pense, qui nous traversent puis auxquels on participe. Je voyais aussi oui, je suis partie du projet de recherche, mais le temps passe vite, puis il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup d'intensité dans les efforts, là, des mouvements actuellement. Puis je trouve ça intéressant de voir déjà comment des questions, des réflexions qui étaient posées au moment de l'étude. Oui. 2 ans plus tard, ben là, il y a d'autres expériences qui viennent donner un autre regard, en tout cas, sur ces situations-là. Je pense que c'est un signe de santé. Ça veut dire que les choses changent, donc elles sont vivantes. Mais c'est ça pose ces défis là, dans le temps où on traite les choses, qu'on les analyse, puis là, finalement, on revient à la situation, puis déjà, ça a changé. Je me trouve aussi beaucoup dans des positions où je suis entre l'arbre et l'écorce. Moi aussi, je sens que je vais marcher sur des œufs, contourner, mais je pense que des fois, on parle d'espace pour explorer des choses compliquées, émettre des hypothèses de choses je vais émettre des choses que je suis pas sûre, mais je pense que ça vaut la peine qu'on y pense. Puis peut-être qu'en pensant à cette chose-là, on pourra changer d'idée puis penser à autre chose, mais je pense quand même que ça mérite réflexion. Or, donc, dans un premier temps, au niveau de la lecture du contexte, cette idée de justice énergétique, justice climatique, justice écologique, comme le framing, là, où on peut reconnaître qu'il y a une diversité de cadrages qui sont légitimes, qui sont valables, mais ce n'est pas sans conséquence sur les récits du changement, sur les théories de changement qui portent les gens dans leur action, qui portent à toutes les échelles organisationnelles, que ce soit les personnes, mais aussi comme à différentes échelles. Je suis d'avis qu'il peut y avoir une complémentarité de mouvements et de tactiques. Ceci dit, ça peut aussi donner lieu à des interférences qui ne sont pas portées par une malveillance, mais par une lecture différente. Ce n'est pas les mêmes acteurs dans la théorie du changement, ils n'ont pas le même récit. Fait que quand on veut déployer notre tactique issue de notre récit, bien, sans le vouloir, on peut faire interférence à d'autres qui ont un autre récit, puis qui, donc, dans leur approche, s'y prendraient vraiment autrement. Fait que ce que je veux signifier par ça, c'est que c'est d'une grande importance, peut-être qu'on l'a sous-estimé un peu, la nécessité d'avoir au moins des éléments clés qui font un diapason là, dans nos lectures, pour ensuite être capable d'établir des stratégies ou des tactiques où est-ce qu'on peut déployer, certes, avec nos savoirs, nos ancrages, nos réalités, nos talents, tout ça, mais quand même dans une cohérence, dans une espèce de murmuration là, stratégique, plus que dans une dissonance qui fut involontaire. Par exemple, cette notion-là on voyait tout à l'heure les différents ismes, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Là. Déjà, il y a quelques années, on travaillait sur les perspectives de droits humains en environnement. Puis, pour plusieurs écologistes, les perspectives de droits humains étaient profondément anthropocentristes, donc problématiques, dans une perspective de transformation écologique. Alors qu'avec une autre lecture, un autre récit de transformation, il fallait partir des droits humains pour aller vers une société écologique. Fait que c'est pour situer que c'est ça, que les référents qu'on se donne au niveau de l'imaginaire politique ont vraiment un gros impact. On ne peut pas juste être dans une posture de « on accueille la diversité ». C'est un peu simpliste, puis ça ne nous sert pas à la longue. À la longue, ça fait qu'on se pile sur les orteils et potentiellement qu'on se tape royalement sur les nerfs. Alors, je pense qu'on a intérêt à se donner le temps de chercher ces arrimages-là, ces ancrages. Comme autre aspect, là, je vais me référer un peu à un autre projet. On me dira peut-être le temps, là, je ne me suis pas limitée, à un autre projet qui est mené, entre autres, par Communagir, aussi sur le co-renforcement des capacités, avec des idées comme ça là, qui sont dans l'air. Et je ne vais pas là, vous rentrer dans le détail des capacités clés qui ont été identifiées, mais il y a notamment celle de naviguer dans les complexités, qui me semble être une de celles qu'on doit, qui exige un peu de trouver un confort dans l'inconfort, de vivre ces moments-là d'incertitude, où est-ce que ça se peut que nos théories en tant que telles ne soient pas toujours toutes cohérentes les unes avec les autres, qu'il y ait des paradoxes, qu'il y ait des clashs entre nos différentes visions, puis de voir comment on existe avec ça,
comment on transforme ces situations-là. Puis accepter qu'il y a des éléments qui peuvent peut-être ne pas être résolus maintenant. Est-ce qu'on est capable d'avancer ensemble, même si on n'arrive pas à résoudre nos équations théoriques maintenant? Est-ce qu'il y a un bout de chemin qu'on est capable de faire ensemble, même s'il y a certains éléments d'incertitude? Peut-être, peut-être pas, peut-être certains éléments, peut-être pas d'autres, mais il y a des complexités qui me semblent impossibles de résoudre de manière préalable à un travail commun. Tout ne peut pas être préalable. Il faut que chemin faisant, on puisse travailler les choses. Sinon, on n'aboutira pas. Puis, il y a des apprentissages qui sont propres aussi au chemin faisant. Chemin faisant, on connaît les gens autrement. Chemin faisant, nos idées changent. Juste avec le temps, avec le fait de faire des choses, de trouver des espaces de collaboration, ça nous transforme aussi. Puis, ça augmente peut-être notre capacité à mieux comprendre les perspectives différentes, puis à modeler, à se rendre dans un mode plus modelable. Ce qui m'amène à un autre aspect qui est la question des feelings, qu'on valorise des fois peu le fait de changer d'idée. C'est comme vu comme une défaite. Comme, j'avais raison, machin. Puis tant qu'on valorise pas le fait que nos idées se transforment, ben, on a moins de chances là, de se rejoindre. Il y a quelque chose là qui est vraiment comme d'un autre ordre, qui n'est pas nécessairement d'une interférence théorique ou d'une incohérence au niveau même des types de savoir, mais au niveau de la manière dont on échange de l'information. Puis même si on va avoir une perspective de co-formation, implique que tout le monde admette qu'ils ont des choses à apprendre les uns des unes des autres. Il faut admettre ses ignorances pour être en mesure d'accueillir des savoirs des uns des unes des autres. C'est pas super valorisé de reconnaître pleinement ses ignorances. C'est pas... c'est ça. Fait qu'il y a peut-être quelque chose à d'autres égards qui serait à explorer. Puis là, je vais me ramener un peu à tantôt parce que, tu sais, il y a cette idée d'interférence tactique, d'interférence stratégique. L'affaire que ça a, c'est que ça génère de la colère. La colère, vraiment comme, tu sais, si la tactique de un fait interférence à la tactique de l'autre, bien là, on va se choquer contre l'autre. On va se mettre en mode défensif. Ça devient beaucoup plus difficile de s'expliquer des choses puis d'être dans l'humilité puis l'écoute parce que là, on est en mode défensif. Puis il y a des colères légitimes, là, tu sais, ces choses-là ne sont pas simples, ce qui me ramène à la complexité. Vous voyez le truc, il y a beaucoup de différents nœuds. Puis je ne dis pas qu'on va en défaire tout un avant de passer à l'autre. Peut-être qu'on va lousser un petit peu, puis on va lousser l'autre, puis on va lousser l'autre, puis on va y retourner. Tu sais, mais toutes ces dimensions-là me semblent à considérer. J'écoutais aussi d'autres formations. Je vous invite les formations du Hub qui sont maintenant pour la plupart en ligne. Ils ont donné des formations la semaine dernière. Puis il y avait un camarade qui partageait cette idée qu'un engagement, peut-être que je me trompe, là, je l'écoutais en faisant les semis, je n'ai pas noté à mesure, mais que dans son engagement, dans des engagements, on gagnerait à accorder une proportion d'action à la formation de soi. Parce que pour l'instant, on dirait que c'est comme à part. Il y a faire des choses, il y a faire des actions, puis il y a la formation. Comme si la formation, comme si l'aspect de partage de savoir, l'aspect partage de connaissances, l'aspect recherche de diapason collectif constituait pas de l'action. Puis là, si on valorise juste l'action, bien ça, c'est comme du blabla ou je ne sais pas quoi. Mais il y a une reconnaissance de la valeur d'ouvrage nécessaire que ça constitue, sur laquelle je crois qu'on gagnerait aussi à travailler en termes de culture politique, de culture militante. Cet élément-là est souvent en conflit avec l'urgence. Puis toutes ces choses-là sont vraies. Les impératifs d'urgence physico-chimique du monde ne vont pas attendre qu'on soit d'accord. Et pourtant, il faut qu'on soit d'accord sur certains éléments clés, probablement pour agir de manière efficace. Donc, lui, ce qu'il suggérait, c'est un tiers de formation de soi, un tiers de notre temps militant, si on veut, de formation de soi, un tiers de partage de nos connaissances, de formation des autres, de partage de savoir-faire, de multiplication, que les savoirs que nous, on porte, que d'autres gens puissent les porter. Puis ça contribue beaucoup au partage de pouvoir dans les organisations, notamment. Ça peut contribuer à plein d'autres aspects qui fluidifient les relations parce qu'on
on a décentralisé certaines possibilités, pas que tout le monde devienne super bon à toutes, mais qu'on multiplie déjà davantage les capacités. Puis là, l'autre tiers, je ne me souviens plus comment il l'appelait, que c'était pas l'action pour dire que le reste n'était pas l'action, mais qui n'était pas de la formation, qui était d'autres formes de militance. Mais je trouvais ça intéressant, cette idée de la place, de proportion de ce qu'on accorde et en quoi c'est nécessairement une catégorie distincte du reste, alors que ça pourrait faire partie de ce qui est essentiel de faire. Je m'étais donné un autre exemple que je vais vous partager, que je vis moi souvent dans les mouvements, comme militante, puis comme, en tout cas, porteuse de perspectives écoféministes qui sont diverses et multiples, mais j'ai une relation parfois tendue avec la science avec un S majuscule et ses experts avec des E majuscules. Et dans cette idée-là des savoirs et tout, puis les perspectives scientifiques, c'est pas que je sois contre les sciences ou leur place ou leur valeur, mais je vis souvent cette tension-là dans des discours de comme on est en train de renforcer, pour moi, on est en train de renforcer un système d'oppression vraiment grave en reproduisant ce discours-là. Puis je sais que les camarades qui sont en train de le porter, c'est pas ça leur intention. Ils se rendent pas compte qu'ils me blessent à travers le vocabulaire qu'ils utilisent. Mais c'est ça, c'est pour partager ces tensions-là, puis comment je pense qu'on peut cheminer quand même à travers ça. Mais dans les éléments porteurs, il y a donc la recherche de diapason, la construction de vocabulaire commun, même si c'est des notions sur lesquelles on n'est pas d'accord, si au moins on les comprend à peu près de la même façon, on pourra mieux en parler. Puis de cheminer vers assumer, on n'est pas obligé de les nommer dans ces termes-là, mais les dimensions d'hégémonie puis de contre-hégémonie, qu'à un moment donné, il y a des lignes de fracture sur lesquelles il faudra choisir une posture, il faudra choisir comment on agit, il faudra, sans exiger une cohérence immédiate de toutes les organisations soudainement, mais au moins en termes de cap, de destination, puis d'assumer les corollaires de cette posture-là. Je pense qu'on n'est pas là encore, qu'on est là à peu près, qu'on est là un peu, mais qu'on n'est pas là pleinement, puis que ça nous éviterait peut-être des frustrations dans cet esprit-là de recherche de clarté. Fait que je suis désolée, j'ai pris plus que 5 minutes, fait que je suis prête à skipper mon deuxième tour. Merci. Merci beaucoup, Maude. C'était très riche, là, comment tu as tissé chacun des éléments que tu as apportés. Puis quand tu as fait une boucle, là, quand tu es revenu sur l'interférence des tactiques et stratégiques, là, j'ai compris le premier bout que tu avais tricoté. Alors, des pistes très porteuses à apporter avec beaucoup de sensibilité. Merci. Je passerai là-dessus la parole à notre chère Lucie. Donc, oui. Puis je vais te présenter là avant, comme je l'ai fait pour Carole et Maude. Donc, Lucie, qui est chercheure émérite au Centraire, c'est un centre de recherche qu'elle a fondé en 2012 et dirigé jusqu'à l'an dernier. Lucie, elle est sans contredit une pionnière du domaine de l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, une citoyenne très engagée aussi, qui a mis sur pied, entre autres, le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques au Québec, qui regroupe plus d'une centaine de scientifiques et qui exerce depuis 2011 une vigile critique sur les projets d'exploitation d'hydrocarbures et les politiques énergétiques au Québec. Puis là, on aurait pu nommer autre chose, là, beaucoup encore, mais au regard de la rencontre d'aujourd'hui, c'est ce qui m'apparaissait le plus important de faire ressortir de ta longue trajectoire, Lucie. Écoute, merci Laurence pour cette présentation-là. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. D'abord, je voudrais vous dire à quel point je reconnais la justesse des propos qui ont été tenus par l'équipe de recherche, par Carole, par Maude. Ça me rejoint beaucoup. Alors, pour ma part, je voudrais partager rapidement quelques morceaux d'une histoire de ma vie qui va m'amener à parler du collectif, puis à m'amener à parler de ce qu'on apprend comme citoyen, dans un mouvement citoyen. Alors, j'ai participé à plusieurs mobilisations dans ma vie, mais il y en a 2 en particulier que j'ai vécues plus intensément. C'est la mobilisation contre les porcheries industrielles déjà au milieu des années 2000 et puis celle contre le développement de la filière du gaz de schiste au Québec dans les années 2010, autour des années 2010.
ces luttes-là ne sont jamais terminées. Les questions d'agriculture, d'énergie, qui sont d'ailleurs étroitement liées entre elles, n'ont jamais été fondamentalement réglées. Ça réapparaît sous une forme ou sous une autre. Alors finalement, c'est devenu des champs d'engagement pour moi, d'engagement citoyen, puis d'engagement en recherche. En fait, oui, je me suis engagée à titre de citoyenne dans ces luttes-là. C'était des luttes, et c'est souvent d'ailleurs des luttes territorialisées. On sait que le lien au territoire est un tremplin de première ligne pour l'engagement citoyen. On est aux premières loges quand on vit une situation sur un territoire. Et puis, comme universitaire aussi, professeur, chercheur à l'UQAM, dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Et pour moi, c'était un enjeu de cohérence, un enjeu d'authenticité. Je pense que on ne peut pas disloquer les morceaux de son identité. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas possible. Et puis, en plus, c'est que c'était une opportunité stratégique d'être à la fois citoyenne et prof d'université parce que je pouvais interpeller les collègues, les chercheurs universitaires à s'engager dans la mouvance citoyenne. Puis les collègues m'ont dit à quelques reprises, on voulait s'engager, on ne savait pas à quelle porte frapper ou comment s'insérer. Alors voilà la belle occasion quand je les ai interpellés, là, entre autres, pour faire partie du collectif scientifique. Alors, parfois, les chercheurs sont plus disposés qu'on ne le pense à s'engager. Alors, oui, c'est ça. Je vais traiter assez rapidement de l'engagement dans la lutte contre le gaz de schiste. Puis s'il reste un petit peu de temps, j'aimerais ça vous raconter ce que j'ai appris puis ce qu'on apprend dans les luttes citoyennes. Donc, en fait, le gaz de schiste, c'était certainement pas la première mobilisation au Québec là, dans le domaine de l'énergie, mais c'était la première qui avait une telle envergure. Et puis, elle a été particulièrement structurante. Structurante pour la construction, en fait, d'un tissu de résistance citoyenne au Québec et pour la construction d'un réseau de collaboration aussi entre les différents acteurs du monde de l'environnement au Québec et ailleurs. Puis, en fait, on peut s'intéresser à cette lutte-là parce qu'il y a des traits communs dans toutes les luttes citoyennes sur les questions socio-écologiques. Je ne sais pas, vous vous rappelez de la centrale thermique du Suroît, la filière des centrales nucléaires, la lutte contre la filière des centrales nucléaires, le Code Gentilly, la mine d'uranium acétyl, la construction des petites centrales hydroélectriques, les projets de forage Anticosti, la construction du port méthanier à Cacouna, Énergie Est, coule pas chez nous. Puis maintenant, c'est le projet GNL, puis la lutte contre les forages en Gaspésie, puis la liste est longue, là, et s'allonge d'ailleurs presque à chaque semaine. Alors, et puis sans ces luttes-là dans lesquelles s'engagent les citoyens, de plus en plus de scientifiques, mais le paysage environnemental au Québec ne serait pas le même. Le paysage environnemental au Québec serait transformé, usurpé, saccagé. Il y a eu des victoires et il faut les célébrer. Et là, Martine est avec nous aussi, là, qui pourrait parler longuement de la victoire sur la privatisation de l'eau. On y reviendra. Là, je parlais des victoires en matière d'environnement. Alors donc, on s'intéresse en fait aux gains, aux victoires, puis on verra qu'est-ce qui va se passer pour GNL et puis les projets de forage en Gaspésie. On a amorcé avec une équipe du Centraire une recherche là-dessus. On s'intéresse, mais qu'est-ce qu'on a appris de toutes ces luttes et qu'est-ce que toutes ces luttes ont apporté à notre société québécoise? Alors, je vais juste revenir rapidement à la question du gaz de schiste, là. Moi, donc, je vous disais ça, c'est à titre de citoyenne que je me suis engagée, que j'ai été interpellée par l'invasion, en fait, du territoire municipal où j'habite, en Montérégie-Est. J'étais membre du comité environnement de ma petite ville, alors j'ai été évidemment tout à fait interpellée. Puis, on a stimulé une mobilisation à l'échelle locale, régionale, macro-régionale, québécoise. Et puis,
Alors, cette mobilisation-là, elle regroupait dès le départ une belle diversité de citoyens de tout métier, de toute formation. Et c'est fantastique parce qu'au Québec, on a une citoyenneté qui est de plus en plus formée, et de plus en plus scolarisée, de plus en plus informée également. Donc, c'est vraiment un patrimoine, cette citoyenneté-là. Alors, au départ, quand on s'est retrouvé entre citoyens face à cette invasion du territoire, ben, on ne connaissait pas le dossier, mais on avait l'intuition qu'il y avait quelque chose qui allait, mais vraiment pas, et que les discours des promoteurs et des politiciens du gouvernement promoteur également étaient fallacieux. Alors, on a réuni nos connaissances, nos compétences, y compris l'art de faire des pancartes, je vous dirais. Et puis, on a rapidement compris qu'on n'avait pas toute l'information nécessaire pour construire un argumentaire. Et vous savez que l'information, c'est le nerf de la guerre. Alors, on a donc appris à formuler des questions et à exiger des réponses valides. Et ces réponses-là venaient pas, OK? Alors, un beau jeudi soir, au début de l'année 2011, j'ai invité mes collègues de l'UQAM, en particulier de l'Institut des sciences de l'environnement, à une première rencontre. Puis finalement, on était 25 dans une petite salle à la première rencontre. Puis on a poursuivi depuis ce temps-là. Puis comme Laurence l'a dit, d'ailleurs ici, il y a des membres de ce collectif-là. On est 130 maintenant, donc 15 plus actifs. Donc, le collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques, on s'est ouvert là-dessus. Alors, on s'est donné le mandat de construire, de diffuser le savoir qui manquait au dossier. On a fait une trentaine de conférences publiques dont on a collaboré avec Au Secours pour plusieurs de ces conférences-là, avec le RVHQ. Carole est venue nous prêter main forte. Et sur le site du collectif, c'est un gisement là, de tout ça parce qu'on retrouve encore de toutes ces conférences-là. Donc, on a exercé une vigile critique et là, évidemment, on est un peu essoufflé parce qu'il y en a beaucoup. Plus récemment, il y a eu GNL, puis là, je veux saluer Marie Saint-Arnaud qui, malheureusement, ne peut pas être avec nous cet après-midi. Elle a vraiment joué un rôle vraiment formidable pour mobiliser les troupes des collègues citoyens. Alors, en fait, je pense que le mandat qu'on s'est donné, c'est de construire ensemble du savoir, de le discuter, mais aussi d'être très attentif, et ça, vous l'avez évoqué, et tu l'as évoqué, Carole, en étant très attentif aux informations qui proviennent des terrains citoyens et aux questions qui surgissent dans l'espace public au sein des mobilisations. Moi, je pense que c'est un bel exemple, le collectif scientifique, là, de croisement des expertises des scientifiques et des citoyens. Puis, en fait, à travers tout ça, moi, je me suis particulièrement intéressée à ce qu'on apprend ensemble dans ces mobilisations-là, citoyens et scientifiques, et puis comment cette dynamique de mobilisation-là participe à une transformation culturelle qui caractérise actuellement un grand pan de notre société. Il y a vraiment une transformation culturelle en train de s'opérer là. Alors, parce que, en fait, si on a connu une mobilisation autour de GNL si importante, là, c'est parce qu'il y a eu, au fil des années, au fil des luttes, la construction progressive d'un tissu social et de réseaux d'acteurs et de collaboration autour de ces questions-là. Il y a eu la construction, et Laurence l'a évoqué, d'une intelligence collective, d'une intelligence citoyenne, éco-citoyenne. Puis on a appris beaucoup. Si vous me donnez 2 minutes, je vous dirais qu'est-ce que j'ai observé qu'on a appris le plus en tant que citoyen mobilisé, mais aussi en tant que scientifique citoyen mobilisé aussi. Alors, on a appris qu'en l'absence d'engagement de la part des instances gouvernementales, ce sont finalement les citoyens qui ont la tâche de rechercher l'information, de faire enquête, de valider les données, de faire des synthèses, de discuter les observations, de soulever les hypothèses. Puis on a appris que cette tâche-là, elle était gigantesque. Et puis, il fallait développer ça souvent dans l'éprouvante du manque de temps. On a appris qu'on ne pouvait pas tout savoir au départ et que c'est correct. On se mobilise pour l'apprendre.
que tout le savoir n'est pas disponible. On a appris que c'est insécurisant. On a appris que le savoir dans les bibliothèques est important, mais que le savoir environnemental, il n'est pas seulement sur les rayons de la bibliothèque. Il se construit au fil des jours, des événements. Puis ce savoir-là, il se construit avec nous. On peut y contribuer, bien entendu, par nos questions, nos réflexions, notre engagement critique dans l'action, notre participation aux initiatives de sciences citoyennes, comme par exemple le fabuleux projet de localisation des puits abandonnés et de détection des fuites. On apprend à reconnaître l'incertitude, la complexité, on apprend l'importance du principe de précaution et on se désole qu'il soit à ce point négligé. On apprend à travailler ensemble, on apprend que ce n'est pas toujours facile, tu l'as évoqué, Maude. On apprend à construire un argumentaire collectif, on apprend l'importance de la rigueur, on apprend comment porter le fardeau de la preuve, on apprend à développer une vision écosystémique des réalités, le lien entre les réalités environnementales et sociales, politiques, économiques, culturelles. On apprend à mieux connaître notre région, on apprend à mieux l'aimer, à développer un sentiment d'appartenance. On apprend à contrer la mystification de la science. On apprend la valeur du travail citoyen, du savoir de terrain, du savoir d'expérience. Puis on l'a tellement constaté, entre autres, là, autour du BAP de GNL, c'était fabuleux le déploiement de la diversité des savoirs aux audiences. Moi, je vous dirais que j'ai regardé ces audiences-là tous les soirs. Ça a été pour moi ma plus belle télésérie à vie, je vous dirais. Là. Je vais le réécouter encore. On a vu vibrer tout un peuple dans ces audiences-là. Donc, on apprend, oui, puis vous l'avez évoqué, à faire reconnaître que le savoir citoyen, ben, ce n'est pas juste un savoir de l'ordre de l'opinion, hein? Comme on peut malheureusement le constater dans les rapports du BAP. On apprend à développer des compétences en communication, à décoder l'information, la synthétiser, l'interpréter, la diffuser. On apprend que l'information, c'est le fondement de la crédibilité, c'est le carburant de l'esprit critique. On apprend à interagir avec les médias. On apprend la gestion des organisations, monter une organisation parfois de but en blanc, la gestion de projets, le partenariat, la collaboration, la coopération, la participation avec tous ces enjeux. On apprend l'engagement politique, on apprend ce qu'il y en est des structures politiques, du droit, des règlements, on apprend à interagir avec les élus, on apprend à participer aux audiences publiques, à tous les espaces de consultation, on apprend à revendiquer la démocratie participative, puis à inventer la démocratie active. On apprend à occuper l'espace public, à revendiquer notre rôle dans les prises de décision d'ordre politique. On apprend que la résistance au changement qu'on nous reproche, en fait, la résistance, elle est effectivement du côté politique et des élites économiques. On apprend à se réapproprier la chose publique. On devient multicompétent. On apprend à ne pas se décourager, même si c'est ingrat, que ce n'est pas facile de maintenir engagement citoyen, professionnel, familial, tout ça en même temps. On apprend que c'est tellement important de travailler ensemble. On apprend qu'il faut prendre soin les uns des autres, il faut se reconnaître les uns les autres. On apprend que résister, c'est aussi créer. Il n'y a pas seulement la dénonciation, la résistance. On apprend à proposer des alternatives, à clarifier un projet d'avenir. Puis ça, on l'a vu clairement dans les audiences de GNL. On apprend à ne pas se laisser enfermer dans la logique binaire. Vous êtes pour ou contre le développement? Bien, si vous êtes pour le développement, c'est ce développement-là, puis il n'y en a pas d'autre. On a appris à se dégager de ça. Bon, en fait, j'arrête là. En somme, les luttes citoyennes, c'est des fabuleux chantiers d'éducation populaire communautaire, de co-apprentissage, de construction du savoir. Puis je dirais juste en terminant que ça serait tellement formidable que l'école s'inspirait, que l'école s'inspire de ces dynamiques-là d'apprentissage qui ont lieu dans les milieux d'action citoyenne pour donner plus de sens à la formation des jeunes, mieux préparer les jeunes à s'inscrire dans ces dynamiques-là,
Puis on a vu que les jeunes n'attendent pas l'école pour le faire. Les jeunes peuvent devenir vraiment d'excellents mentors les uns pour les autres. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Lucie, de cette fabuleuse histoire et d'avoir fait ressortir avec autant d'animation et en fait, tous ces apprentissages. Et je pense que si on arrivait justement à mieux faire connaître à quel point ce sont des creusets de développement personnel et de développement communautaire, je pense qu'on serait encore plus nombreux à s'y engager. Puis à cet effet-là, je sais que tu as un projet de livre, là, justement, où on peut se raconter, en fait, ces différentes histoires de mobilisation-là. Puis, en tout cas, j'ai bien hâte qu'on puisse aller de l'avant avec ce projet-là. Puis je pense que ça pourra inspirer beaucoup de gens. Ben oui, puis je vais d'ailleurs à cet effet aller voir plusieurs d'entre vous, hein, c'est clair. Et puis je m'excuse d'avoir présenté ça en vrac. Je n'avais pas organisé. Puis justement, ben dans ce livre-là, on va tenter d'organiser ça un peu mieux. Merci, Lucie. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour échanger. Peut-être dans un premier temps, je ne sais pas si Maude ou Carole voudraient rebondir là, sur ce que l'une ou l'autre des trois a apporté jusqu'ici. Si vous aviez un court commentaire à faire, si vous en avez un, là. Sinon, ben, on ouvrirait à tout le monde pour qu'on puisse discuter. Oui, donc je vois des signes de la tête. Donc, nous serions prêts à accueillir des questions, à accueillir des commentaires. Un grand merci, Chantal, elle dit là, dans la conversation à nos trois panélistes qui nous ont fait sourire et qui nous ont donné espoir. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Martine. Je vais essayer. Bon, oui. J'ai essayé d'ouvrir le micro. Moi, j'ai plein d'idées, la tête me déborde. J'ai retenu chez Carole le savoir, le vouloir, le pouvoir. Je trouve que ça résume. Savoir, vouloir, pouvoir, c'est quelque chose qui résume presque l'engagement. J'ai retenu aussi de Maude tous les tiraillements que moi j'ai vécu de la même façon dans les groupes, le tiraillement entre les niveaux de langage, de travailler avec des gens que peut-être le langage ou peut-être que les livres ne sont pas les façons qu'ils ont de comprendre le monde et qu'il faut travailler avec des gens pour qui le langage, c'est pas le langage universitaire, pour qui le langage, c'est autre chose. Et il y a toute la question de la prise de pouvoir, oui, la prise de pouvoir dans notre environnement, dans un comité de citoyens, mais il y a aussi les mosus de petits pouvoirs encore, des guerres de pouvoir, des tiraillements qui sont malheureusement des choses qu'il faut qu'on apprenne, il faut qu'on apprenne à surmonter ça. Puis moi, il y a beaucoup... la mobilisation étudiante de 2012, quand je les voyais prendre des décisions assis en rond dans un parc, moi, ça m'a beaucoup encouragée sur l'avenir des choses et de la démocratie entre humains. Je veux revenir au tiers de formation de soi, au tiers de formation des autres, puis au tiers de formation, moi, que j'appellerais dans l'action. J'ai travaillé au préscolaire, c'était se connaître soi-même, connaître les autres et connaître son environnement. Puis je pense qu'on n'en sort pas. C'était comme ça pour les 5 ans, mais on a des apprentissages personnels à faire dans les luttes, on a des apprentissages à faire en commun, en collectivité avec les autres, puis on a un apprentissage du milieu dans lequel on est. C'est des choses incontournables. Il faut arriver là. Puis ça me fait penser au territoire. Tout ce qu'on veut faire en convergence avec les gens qui occupent le territoire dans lequel nous sommes. Puis je pense qu'il y a en ce moment des voies parallèles entre malheureusement les premiers peuples et
le peuple mélangé que nous formons les autres. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à retisser, à renouer. Et je pense que peut-être certaines des luttes, comme entre autres la lutte de GNL ou la lutte les luttes sur des grands agresseurs vont nous rallier pour se battre contre ça. Je pense à la pratique réflexive, c'est-à-dire de tout détacher les motifs de ce qui est une lutte, puis en même temps d'être profondément émotivement relié à notre territoire, à ce qui est le vivant. Pour moi, c'est l'intuition profonde. Quand on s'engage dans quelque chose, on n'a pas nécessairement des connaissances, mais on a une intuition profonde que c'est juste ou que ce ne l'est pas, que c'est bon ou que ce ne l'est pas. Quand les gens à Au Secours protègent une rivière, protègent un lac, protègent un plan d'eau, c'est pas rationnel au départ. C'est très profondément, viscéralement ressenti. Et puis moi, c'est ce que j'appelle la connaissance juste. La connaissance de je veux protéger le vivant, je veux protéger mes petits, je veux protéger mon territoire ou ce qui me nourrit. C'est ancré profondément dans l'humain et c'est ancré profondément dans la vie. Et puis ça, je pense que c'est la base de tous les apprentissages qu'on va faire à partir de là. On s'engage parce qu'on pile sur le gros orteil puis que ça fait mal, puis qu'on touche à nos enfants ou on touche à notre vivant. Puis après, ben on apprend à faire, puis on apprend dans l'action. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours le temps de s'arrêter pour regarder ce qu'on fait. C'est ce que le projet Forge m'a permis, puis je voulais le dire aujourd'hui. Ça fait que je remercie tout le monde au projet Forge. Puis les 3 réflexions qu'on a eues, Seigneur, que bien du monde devrait entendre ça. Alors, merci Carole, merci Maude, puis merci Lucie, beaucoup. Merci beaucoup à toi, Martine, pour le partage, mais aussi pour tout ton engagement au projet Forge des dernières années. Puis ça se poursuit demain parce que demain, tu vas co-animer la rencontre avec Marie-Ève et puis Marie-Ève Marleau du CEDAL. Alors, moi, j'ai été très touchée de vous avoir autour, dans l'équipe autour, mais dans l'équipe de manière aussi... c'est ça, aussi engagé, de cœur, puis de présence, puis de curiosité et tout ça. Ça fait que ça a été une belle histoire sur le plan humain, ce projet-là, ça c'est certain. Puis, je retiens aussi de ce que Maude disait tantôt, là, vraiment du chemin faisant. Là. Ça, c'est, je pense que tout à fait. Puis, ça m'a ramené, Maude, quand tu évoquais ça tout à l'heure, à un cours à la maîtrise en sciences de l'environnement sur l'intervention en environnement. Puis, tu sais, il y a vraiment cette conception-là chez les étudiants, les étudiantes, mais c'est largement, je pense, dans la société, que quand on fait un projet, on se fixe des objectifs au départ, puis on y va. Puis, le fait qu'on doive s'ajuster en cours de route, là, souvent, ça insécurise les gens. C'est comme si cette idée-là que c'est parce qu'on s'était trompé au départ. Mais non, c'est parce qu'on connaît de mieux en mieux notre contexte. Puis, c'est très intelligent de s'ajuster en cours de route et d'accepter, comme tu disais tantôt, que nos idées changent, puis sans doute pour le mieux, puis reconnaître aussi les zones d'ignorance, puis pour pouvoir, si on les cerne mieux, ben aller investiguer ensemble, puis mieux comprendre. Alors, voilà. Ça pourrait faire guise de mots de la fin. Il nous resterait, à moins que, je ne sais pas, peut-être Marianne ou Guillaume, vous auriez voulu aussi revenir sur des éléments ou rebondir sur qu'est-ce que non. Alors, je vous invite à nous retrouver demain matin, si votre agenda vous le permet. Là, on a tous des agendas bien chargés, mais donc demain, on poursuit avec la présentation de certains, là, les résultats les plus importants du volet 2 de notre recherche. Puis là, cette fois-ci, on va le faire on va présenter ça un morceau à la fois, puis on va inviter les gens à réagir, poser des questions, intervenir, partager des expériences au fur et à mesure de 2 heures. Donc, c'est un peu ça qui est prévu pour demain. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était mettre dans la conversation aussi les informations sur les prochains séminaires Résiste Action Forge. Donc, je colle ça dans la conversation à l'instant. Puis là,
sais pas pourquoi. Des fois, je pèse sur Enter, là, puis là, il ne veut pas les lancer. Bon, là, ça y est. Non. Bon, je me réessaye une deuxième fois, excusez-moi. Donc, puis pendant ce temps-là, ben, je vous le raconte qu'il y a un séminaire le prochain, le 4 juin, sur la cartographie des conflits socio-écologiques pour une éducation relative à l'environnement socialement critique. Bon, excusez-moi, j'y arrive pas. Tu devrais peut-être y arriver maintenant. Veux-tu rester? Excuse-moi, Laurence, parce que comme le clavardage était désactivé par mesure de sécurité, c'était peut-être qui contraignait. Je viens de le déverrouiller, là. Je pense que j'ai un autre bug. En tout cas, si quelqu'un pouvait, pour moi, dans l'équipe, mettre dans la conversation le lien là, de notre site web qui mène aux autres séminaires qui s'en viennent, j'apprécierais. Donc, j'essaie d'insérer la fiche, mais j'arrive pas. Allez, voilà. Ah, bon, merci Andrés et merci Isabelle. Donc, 4 juin, séminaire cartographie des conflits socio-écologiques. Le 10 juin, séminaire perspective écoféministe de résistance à l'extractivisme. Et le 17 juin, dernier séminaire reconstruction des liens société-nature, éco-citoyenneté et alternative au modèle extractiviste. Alors voilà, ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis à bientôt.